Bienvenue sur le plateau de Cardio Online, en direct de l'EuroPCR 2019. Je suis Guillaume Bonnet, un membre du Collège des cardiologues en formation. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Marco. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé votre vie consacrée à l'éducation, à la formation des jeunes cardiologues interventionnels. Alors l'objectif de cette interview, c'est de voir votre vision sur ces fondamentaux, ceux qui sont à développer et aussi à acquérir. Très bien. Alors ma vision de la formation d'un médecin en général et d'un cardiologue interventionnel en particulier, c'est de vous permettre, pour chaque patient considéré individuellement, de proposer, de mettre en action les meilleures options thérapeutiques ou techniques, et ce, en prenant en considération ses particularités cliniques, les particularités de ce patient, mais également que cette option soit économiquement soutenable. Et cela en prenant en considération les contraintes locales et l'expérience locale. Donc beaucoup de choses déjà, donc on va rentrer un peu dans le détail. Vous parlez déjà de médecine un peu personnalisée, dans le sens où on doit s'adapter un petit peu à chaque patient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur ce concept ? Alors, pour arriver à cet objectif, pour atteindre cet objectif, les moyens pour atteindre cet objectif, c'est de développer un compagnonnage au quotidien. Ce compagnonnage a comme objectif de stimuler, guider, faciliter votre réflexion critique, votre auto-réflexion critique sur les expériences et les connaissances, et en même temps de vous transmettre, de vous proposer les petites astuces et les conseils techniques que vous devez ensuite vous approprier pour les appliquer. Ouais, donc une médecine personnalisée qui passe avant tout par un enseignement aussi un peu personnalisé, les tips and tricks. Vous parlez aussi d'une notion qui a l'air fondamentale, c'est l'autoréflexion critique sur les connaissances. Pareil, quelques petits mots là-dessus sur votre vision. Alors, nous, en général, sommes inondés, et vous en particulier, oui, bien sûr, nous sommes inondés par un flot continu d'informations très facilement accessibles. Oui. Acquérir ou prendre connaissance d'une information, ce n'est pas l'éducation. L'éducation, c'est la réflexion sur l'information de façon à la mettre en perspective pour un patient particulier. Cela vous amène à acquérir les bases fondamentales pour pouvoir analyser avec esprit critique une étude. Vous devez connaître ce qu'est derrière une étude. En même temps, le rôle des mentors, c'est de vous orienter vers les études essentielles. Mais vous devez acquérir les fondamentaux, ce qu'est derrière une étude, et également vous devez acquérir une méthode systématique, scientifique, d'analyse de ces études, de façon à ce que vous puissiez partager votre réflexion qui sera fondée, cette réflexion sera fondée sur cette méthode, mais cette méthode, si tous les jeunes vous l'adoptez, vous pourrez partager votre réflexion avec d'autres et ainsi comprendre ou mieux apprécier ce qui est essentiel versus ce qui est intéressant, mais pourquoi, ou ce qui est inutile à appliquer dans la vie quotidienne. Est-ce que vous avez peut-être un exemple pour un petit peu corroborer le propos, pour rentrer un peu dans le Très concret ? bien. Alors pourquoi faire ça ? Alors, le concept de médecine personnalisée, devant un patient particulier, devant chaque patient particulier, vous devez vous poser, votre raisonnement est basé sur une série de questions. Ouais. Tout d'abord, quel bénéfice l'option B, par exemple, peut apporter par rapport à l'option A ? Quelle information j'ai pour répondre à ces questions ? De quoi ai-je besoin ? Et qu'est-ce que je ne sais pas ? Oui.
Ensuite, deuxième question, et vous devez apporter une réponse claire. Quel est le risque potentiel de l'option B par rapport à l'option A? Qu'est-ce que je sais? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je ne sais pas? Et à la fin, bien sûr, quel est le bénéfice net pour mon patient? Cette gymnastique intellectuelle vous oblige à connaître vous-même ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et analyser de façon critique ces études. Je vais prendre un exemple. Vous êtes confronté demain à une dame de 77 ans, active, elle fait même un petit peu de vélo, elle pèse 48 kg pour 1,52 m, elle présente des symptômes qui peuvent évoquer une angine de poitrine stable, pas très invalidante, mais stable. Pour des raisons X, Y, elle a eu une coronarographie qui montre une sténose à la partie, au segment moyen de l'interventriculaire antérieur. Mais elle est en fibrillation auriculaire. Donc elle est anticoagulée. Elle est anticoagulée. Et vous devez maintenant bâtir votre raisonnement. Est-ce que je vais lui faire une angioplastie de cette sténose interventriculaire antérieure moyenne? Vous avez le contexte et vous suivez votre raisonnement. Par rapport aux voies d'abord, par rapport à la stratégie, par rapport à... Faut-il le faire? Ouais. Qu'est-ce que l'angioplastie va m'apporter par rapport au traitement médical? Quelle information je dispose? Qu'est-ce que je ne sais pas? Ouais. Ah, c'est un exemple très concret qui permet vraiment de corroborer vos... Voilà. Okay. La fonction rénale, j'ai une créatinine à 145 pour cette dame. Ah, pour calculer la clairance, il va falloir rentrer dans le détail. Voilà. Et ça, vous devez vous-même, mais pour répondre à ces questions, vous devez pouvoir vous-même faire l'analyse critique des études concernant ce problème-là. Alors, dans l'analyse critique des études, du coup, est-ce qu'il faut se contenter de ce qu'il y a dans les recommandations, de l'HAS, des experts, ou parfois de ce qu'on peut être distribué en tant que jeune au niveau des congrès, des différents experts intervenants? Très bonne question. Votre vision? Très bonne question. Ce n'est pas ma vision. Je vais vous parler là de l'éducation des adultes. Les recommandations, pour avoir participé à plusieurs task force, c'est un exercice très intéressant. Ce sont des groupes de gens qui font eux-mêmes l'analyse critique des études et qui en expriment une synthèse. Ils font ce travail que je vous propose de faire. Un adulte en général, il apprend bien mieux et il s'accapare bien mieux ce qu'il fait que ce que font les autres. Ah oui. Donc vous ferez peut-être le même travail, mais c'est vous qui l'aurez fait et vous le retiendrez davantage. Un apprentissage un peu moins pyramidal. Et au milieu de la nuit, vous n'irez pas regarder les recommandations, mais vous aurez fait votre raisonnement et vous aurez cette gymnastique raisonnement. Alors, en milieu de la nuit, on parle d'expérience. Je rebondis, vous parlez aussi d'autocritique de la connaissance et aussi vous parlez d'autocritique de l'expérience. Est-ce que pareil, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, l'analyse avec honnêteté intellectuelle des expériences vécues, les erreurs, on construit sur nos erreurs, mais bien sûr les succès, bien sûr. Ça doit être considéré comme essentiel pour acquérir des connaissances ou améliorer, consolider vos compétences. Vous retiendrez par l'expérience, votre expérience, l'analyse d'expérience ou l'expérience des autres, de votre centre ou d'autres centres. Vous devez le considérer comme essentiel. Mais en plus, vous devez considérer un processus critique de ce que vous faites, de vos actions. L'évaluation critique, la critique de ce que vous faites, vous devez le considérer comme un mode de philosophie essentiel dans la recherche continue d'une amélioration, de l'acquisition de compétences et d'une recherche de l'excellence. Devenez proactif pour systématiquement essayer de rapporter le maximum des expériences et la soumettre à la critique et accepter cette critique.
En tant que jeune, vous me parlez d'expérience, de beaucoup d'expériences partagées. Je ne peux pas ne pas aborder les réseaux sociaux, qui sont pour nous un outil vraiment exceptionnel d'échange d'expériences. Alors déjà, première question, est-ce que vous avez un compte Twitter? Et qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux pour l'échange d'expériences? Alors, première question. Oui, j'ai un compte Twitter depuis peu et j'essaie d'apprendre. Donc on peut vous suivre. Et j'essaie d'apprendre comment utiliser ce compte Twitter. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est l'équivalent de Gutenberg lorsqu'il a imprimé les livres. Il y a eu l'impression des livres. Ah ouais, phrase forte. C'est un mouvement qui permet vraiment d'échanger, de tout, bien sûr, de tout. Mais ça va vous permettre, comme vous voulez, si vous êtes timide, vous pouvez le faire de façon anonyme, des expériences, des réflexions, à la fois sur un cas, d'échanger très librement et rapidement, ou sur une étude. Voilà. Je crois que c'est essentiel d'utiliser dans le futur, ça va avoir une place très importante dans la formation des jeunes médecins et des cardiologues. Ah, c'est un message très fort, hein, votre soutien pour les réseaux sociaux. Je pense que ça va encourager nombreux de jeunes de s'y mettre éventuellement. C'est que les cardiologues interventionnels, même français, sont un peu réticents à aller sur les réseaux sociaux. Non, allez-y. D'accord, bon, c'est un message clair. L'autre aspect, bien sûr, de la formation, on a parlé de l'autocritique, de la connaissance, de l'expérience. Je pense que le métier, il est avant tout technique, hein, on l'a vu dans les nombreuses sessions. Quelle est votre vision de cet apprentissage technique et quels sont finalement les fondamentaux à préserver pour un jeune cardiologue au fil de l'eau? Alors, comment faire la formation? La formation, c'est un compagnonnage au quotidien pour vous stimuler à réfléchir, mais bien sûr, pour également vous proposer, vous transmettre des conseils techniques, des petits gestes que nous avons, que ceux qui ont un peu plus d'expérience, les pairs avec plus d'expérience, ont acquis. Hein. Ça, c'est essentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Ah. Alors je vais dire nous, mais vous êtes impliqués dedans. Qu'est-ce que la cardiologie interventionnelle? Nous regardons un écran, des images en noir et blanc, monoplan. Ces images sont transmises à notre cerveau et notre cerveau doit les reconstruire en 3 dimensions anatomiques. Et c'est cette compréhension de l'anatomie qui va ensuite guider la main. Alors bien sûr, il faut avoir l'aptitude de faire ça, mais vous pouvez avoir une gymnastique qui va vous entraîner, qui va accélérer ce processus de compréhension. Prenez l'habitude, de façon systématique, devant une image, par exemple, de coronarographie, de dessiner et d'essayer de reconstruire en 3 plans. J'ai appris ça au début d'Andreas Gonzik, au tout début de l'angioplastie, de dessiner en 3 plans ce que vous voyez en monoplan et noir et blanc. Faites la reconstruction de l'anatomie. Cette reconstruction, soumettez-la à la critique de vos collègues, de vos pairs dans le service. Et ensuite, à partir de cette reconstruction, eh bien, pour chaque étape, bien sûr, pour faire cette reconstruction, vous devez avoir acquis les bases anatomopathologiques essentielles, hein, et également les bases du matériel que vous allez avoir utilisé. Ça, c'est votre travail d'acquisition. Mais ensuite, vous prenez chaque étape et vous dites, voilà, compte tenu de cette anatomie, je vais prendre ce cathéter guide, c'est mon option A. Si ça ne marche pas, l'option B. Et on dessine aussi la stratégie, le matériel, le guide. La forme. Et vous devenez proactif et vous faites une simulation proactive de tous les gestes de la procédure. Les différentes stratégies possibles. Et vous le soumettez. Ah ouais. Vous le soumettez à des pairs avec davantage d'expérience ou à vos mentors. Et vous allez voir, je vous promets par expérience, c'est quelque chose de très efficace et qui va accélérer votre formation. Non seulement ça va l'accélérer, mais également si vous prenez l'habitude de faire ça, et si vous le soumettez à vos mentors, eh bien plus rapidement, ils vous feront confiance, vous avez réfléchi, et plus rapidement, ils vous feront confiance pour vous laisser mettre en application ce que vous avez proposé, la stratégie que vous avez proposée, et éventuellement vous aider à la corriger. Soyez proactifs dans cette simulation des procédures. Alors, vous avez prononcé le mot simulation, alors déjà juste incroyable conseil de dessiner, de s'approprier la technique.
Alors maintenant, et notamment sur le congrès, il y a de plus en plus de place à la simulation comme on la connaît, mais avec les yeux, avec les outils, avec la technologie qui est à notre possibilité. Vous voyez la simulation comment? Est-ce que vous la voyez comme quelque chose d'obligatoire, comme le font les pilotes de ligne? Est-ce que vous le voyez un peu comme un jouet, un toy, qu'on peut garder un peu à la maison pour garder un petit peu la main? Il y a différents sons de cloche dans la communauté. Quelle est, vous, votre vision actuellement de la simulation en cardiologie interventionnelle? Votre question, elle n'est pas d'aujourd'hui. Il y a à peu près 15 ans que cette question est posée. Et pour arriver à utiliser la simulation, et pour répondre clairement, il peut y avoir une place très importante. Mais qu'est-ce qui est nécessaire? C'est premièrement que les universitaires français adoptent le processus d'éducation, de formation, qui est appliqué justement dans l'industrie aéronautique. J'ai eu la chance de suivre les cours d'Airbus, qui est vraiment quelque chose de très rigoureux, chaque étape. Pourquoi? Comment? Ah oui. Donc l'aéronautique comme qu'est-ce qu'on parle? Comment? Il y a une rigueur. Et ensuite, il va falloir qu'il y ait des investissements très importants. Les simulateurs actuels, et j'ai eu l'opportunité très tôt de travailler sur ces simulateurs, de faire un papier il y a une quinzaine d'années maintenant là-dessus. Les simulateurs actuels sont uniquement des jouets qui sont intéressants pour vous faire faire. Mais ce n'est pas ça qui vous apprendra, ce n'est pas encore. Peut-être, mais il faut qu'il y ait de l'argent. Parce qu'effectivement, les simulateurs d'aviation, ça coûte des fortunes. Ouais. Voilà. Donc encore quelques étapes, même si je pense que c'est bien sûr l'avenir. Ensuite, dernière petite chose, on n'en a pas trop parlé, j'ai un peu tiqué au tout début sur le économiquement acceptable. Je pense que c'est une notion qui vous est chère. Et pour nous, c'est pas si clair, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup enseigné. Alors, c'est quoi la part de l'économiquement acceptable pour la formation d'un jeune cardiologue interventionnel? Alors, pour moi, la formation du futur, comment analyser, comprendre toutes les études. Tous les médecins doivent savoir analyser une étude et comprendre comment scientifiquement analyser une étude. 2, l'économie de santé. Vous devez comprendre l'essentiel en économie de santé, ce que sont les termes de coût, efficacité, efficience, tous ces termes-là. Vous devez les comprendre. En effet, l'évolution, la technologie évolue de façon exponentielle, mais chaque fois, il y a un surcoût. Eh oui. Vous devez être pleinement responsable de vos actions. Savoir gérer les finances. Si vous êtes responsable de vos actions, dans les établissements dans lesquels vous travaillerez dans le futur, que ce soit public ou privé, vous serez pris en considération. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Vous ne comprendrez pas, source de conflits, de compréhension, de dilemmes et de frustration. Donc, allez dans cette direction, en particulier pour tous, mais en particulier pour ceux qui voudront dans le futur devenir des leaders. Bon, merci beaucoup de vos conseils. C'est déjà la fin de l'interview. Je retiens votre critique active sur l'expérience, sur les connaissances. Cette réflexion aussi en amont, le dessin, un message quand même très fort. Dessiner, en 2018, il faut dessiner pour vraiment anticiper et améliorer sa vision en 3 dimensions. Discuter avec son mentor, bien sûr. Un énorme oui pour les réseaux sociaux. Et un message aussi sur la simulation qui est quand même positif, même s'il est un petit peu teinté pour l'instant de doute. Et puis une vision aussi sur l'économie de santé, s'intéresser à un sujet qui ne nous est pas forcément propre dans l'éducation, s'approprier le matériel pour devenir totalement patron finalement de sa salle de cath lab et même au-delà. Devenez des leaders responsables de vos actions en développant votre auto-réflexion critique sur tous les sujets qui entourent votre profession. C'est un des objectifs importants de la formation. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci.